Moi, je suis Arnaud Coupeau, infirmier anesthésiste au CHU de Rennes. Bienvenue au Lundi du Rare, le réseau de recherche en anesthésie et en réanimation rennaise, le webinaire mensuel du groupe Rare. Pour l'édition numéro 35, nous accueillons le professeur Awa Keita-Mayer, qui va nous parler des dernières recommandations sur la gestion de l'analgésie périobstétricale. Vous pourrez poser vos questions au cours de la présentation via le chat de préférence. Pendant que du coup le partage d'écran là est commencé, donc c'est parfait. Et je vous laisse, professeur Keita Meyer, en vous remerciant d'avoir accepté cette présentation. Vous pouvez commencer. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de diffuser entre guillemets, la bonne parole quand il s'agit de recommandations de l'ASFAR, du CARO, du Collège des obstétriciens et en plus validé par la HAS. Donc, très heureuse de partager ça avec vous aujourd'hui. Donc, ces recommandations formalisées d'experts, elles sont au sujet de la prise en charge de la douleur de l'accouchement, axées essentiellement sur l'analgésie périmédulaire, et on a aussi eu quelques questions, traité quelques questions sur les alternatives médicamenteuses. Alors, je vous ai mis les liens au-dessus sur lesquels vous pouvez aller pour télécharger le document avec l'ensemble de l'argumentaire. Et ces recommandations sont assez fraîches, on va dire, puisqu'elles datent de mai 2025. Donc peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, remercier d'abord mes co-coordinatrices de cette RFE, qui étaient les docteurs Estelle Moreau et le professeur Marie-Pierre Bonnet, voilà, avec qui on a travaillé vraiment main dans la main, et donc ça a été très très enrichissant, et même si c'était lourd à porter, parce que voilà, c'était long, on a mis plus de 2 ans à les mettre en place, mais ça a été très enrichissant. Et bien sûr, les collègues du CRC, le comité des référentiels de la SFAR, et notamment le professeur Daphné Michelet et le docteur Mathieu Dumont, qui nous ont accompagnés. C'était nos référents méthodaux, mais pas que. Ils nous ont vraiment aidés aussi dans la construction de ces RFE du début à la fin. Et puis bien évidemment les chevilles ouvrières de ces RFE, qui sont l'ensemble des experts pluridisciplinaires, même s'il y a une majorité d'anesthésistes, il n'y a pas que des anesthésistes réanimateurs, puisque, on va le voir dans la diapositive suivante, ces recommandations sont endossées par d'autres sociétés savantes. Donc, merci à toutes ces personnes qui ont travaillé d'arrache-pied, lu la littérature, fait la synthèse, écrit et les propositions de recommandations et de grades pour ces recommandations. Voilà, comme je vous le disais, ces recommandations formalisées d'experts, elles sont portées par deux sociétés principalement, l'ASFAR, bien sûr, et le Collège des anesthésistes réanimateurs en anesthésie obstétricale, auxquels ont été associés un certain nombre de sociétés savantes, de collèges, des sages-femmes, des obstétriciens, les hygiénistes, la Société française de thrombose et d'hémostase, le JHP, les néonatologistes, et puis vous voyez ici le CIAN, qui sont les usagères, c'est le collectif interassociatif autour de la naissance, qui ont également participé dans la relecture, hein, on va dire, de ces recommandations qui ont été formulées. Et puis, un petit oui, une petite satisfaction, en tout cas, satisfecit, voilà, c'est mieux comme ça, puisque c'est une des premières recos de l'ASFAR et du CARO qui ont été labellisées par la HAS. Et donc, ça permet d'avoir une diffusion encore plus large au-delà de la discipline, grand public également. La portée de cette RFE et donc, on l'espère en tout cas, être plus importante encore que si elle n'avait été que portée par nos sociétés savantes. Alors, quelques éléments de contexte. Pourquoi on a fait ces RFE? Eh bien, parce que les dernières recommandations de notre société savante dataient de 2006. Donc, vous voyez, il y a presque 20 ans. Et depuis 20 ans, eh bien, pas mal de choses qui ont bougé.
la part de l'analgésie périmédulaire en France a augmenté de façon très significative, puisque au début des années 2000, on était à 60-70% maximum d'analgésie périmédulaire. Aujourd'hui, on est autour de 80-85%. Et dans certains centres, comme les CHU, on est au-delà de 90%. Donc, c'est vraiment une pratique qui est devenue très large en termes d'analgésie. Et puis le profil des patientes ont changé aussi. On a des femmes qui sont plus âgées, qui ont plus de comorbidité. On a des populations migrantes qui sont plus importantes également. Donc il faut prendre en compte cette évolution de la population des femmes qui sont enceintes et qui viennent accoucher. Les attentes de ces femmes ont augmenté, ont bougé aussi. Elles demandent de plus en plus d'avoir des méthodes physiologiques pour l'accouchement. Elles demandent à déambuler également. Donc tout ça était à prendre en compte pour renouveler un petit peu nos recommandations. Et puis nous, dans nos pratiques, on a évolué aussi, puisque l'échographie a pris sa place dans toutes les composantes de notre spécialité, et l'obstétrique, l'anesthésie obstétricale ne fait pas exception avec les échographies périmédulaires. Donc c'était important de positionner aussi cette pratique maintenant qui est quelque chose pas de quotidien, mais très régulier en tout cas. Aussi sur l'aspect est-ce qu'il faut mettre une casaque stérile ou pas. Il y a toute une discussion autour de ça parce qu'on sait que les pratiques ont beaucoup bougé aussi. Certains n'en portent, d'autres n'en portent pas. Il fallait peut-être essayer de trouver voilà, un compromis en tout cas. Regarder la littérature, qu'est-ce qu'elle nous dit? Parce qu'il y a des enjeux environnementaux aussi, en dehors des enjeux infectieux, bien sûr, hein. Hygiène, on a les enjeux écologiques et environnementaux et économiques aussi avec ce port systématique de la casaque. Nos pratiques, nos techniques, avec l'apparition de la PCEA qui s'est maintenant démocratisée, hein, puisque plus de 70-75% des centres déclarent, hein, d'après l'enquête nationale périnatale de 2021, utiliser la PCEA pour l'analgésie obstétricale. Et depuis un peu moins d'une dizaine d'années, 5-6 ans ou un peu plus, on a le mode PIEB, donc le bolus intermittent obligatoire, qui est apparu également dans nos pratiques. Et donc, il fallait aussi regarder la littérature à ce sujet et nous positionner. Et cette littérature autour de l'analgésie obstétricale a beaucoup évolué aussi, puisqu'on a, pour beaucoup de nos des questions qu'on s'est posées, des éléments de preuve qui sont vraiment importants avec des études de bon niveau, randomisées, contrôlées, des méta-analyses de très bon niveau également. Et parfois, on a moins de littérature, mais quand même, on a une littérature de qualité sur laquelle on peut s'appuyer pour faire ces recommandations. Enfin, on sait aussi que même si l'analgésie périmédulaire s'est beaucoup démocratisée, que la plupart des femmes en sont satisfaites, on a des marges d'amélioration puisqu'on sait que avec une analgésie périmédulaire, 30% des femmes quand même ressentent des douleurs importantes, supérieures à 7 sur 10 sur l'échelle numérique au moment de la naissance, au moment de l'expulsion fœtale. Donc on peut progresser de ce côté-là. Et on sait aussi qu'au cours des césariennes, il y a des échecs et des insuffisances d'analgésie, des césariennes en cours de travail notamment. Et donc, voilà, avec les conséquences notamment de stress post-traumatique qui peuvent en découler, on a vraiment des marges de progression. Donc, tout ça a fait que on a décidé de faire ces recommandations formalisées d'experts, de réfléchir à toutes les étapes de la prise en charge de la douleur de l'accouchement, dans le but d'avoir des recommandations actualisées d'une part, et d'autre part, d'améliorer la qualité et la sécurité de nos pratiques, que ce soit pour cette femme qui vient accoucher, que pour l'enfant à naître. Donc, peut-être juste quelques éléments de rappel hein, sur la méthode qu'on a utilisée, qui est la méthode qui est validée par l'ASFAR, la méthode GRADE, qui repose sur l'analyse de la littérature et qui, en fonction des éléments de preuve de la littérature, sur une question donnée, eh bien, on établit une force des recommandations par rapport donc à ces données disponibles. Et donc, vous le savez, hein, le niveau de preuve, s'il est très fort, eh bien, la force des recommandations va être de grade 1. Ce sera des recommandations fortes.
Et la formulation, c'est il est recommandé ou il n'est pas recommandé de faire ci ou ça. Et plus on va descendre en termes de preuves dans la littérature, eh bien, on passe à des recommandations qui sont moins fortes, donc faibles, de grade 2. Et dans ces cas-là, on va établir la recommandation avec... Alors, il est probablement recommandé, si ce n'est qu'avec la HAS, on a dû faire des compromis. Et ces terminologies ne leur convenaient pas forcément. Donc, on a fait un entre-deux. Et donc, nos recommandations formalisées d'experts, il n'y a plus de grade, grade 1 ou 2, mais il y a recommandation forte ou recommandation faible. Voilà. Donc, le sens finalement ne change pas, mais c'est la façon de présenter les choses qui a été un petit peu modifiée. Et puis, si la littérature est très faible ou inexistante, eh bien, on peut donner des avis d'experts en se basant sur ce qu'on a de la littérature et sur l'expérience des experts. Et dans ces conditions-là, on recommande la phrase qui fait foi, c'est les experts suggèrent de faire ou de ne pas faire. Et enfin, il est arrivé dans ces RFE, comme dans d'autres, qu'il n'y ait vraiment pas de littérature pour conclure, pas suffisamment de littérature pour conclure. Et donc, on a quand même donné des indications. C'est l'absence de recommandation, puisqu'on n'a pas de données suffisantes pour aller dans un sens ou dans un autre, et que l'avis d'expert n'est pas totalement pertinent, eh bien, c'est une absence de recommandation. Voilà. Donc, pour cette RFE, nous avons identifié 5 champs d'analyse qui se décline tout au long de la prise en charge de la douleur. Donc, on commence par la pose de l'analgésie périmodulaire. On a identifié au total une vingtaine de questions. Et pour la pose, il y avait des questions sur le repérage échographique, le positionnement de la patiente au moment de la pose de la péridurale. Est-ce qu'il faut la mettre allongée ou assise? Euh, Après, on verra que on se base toujours sur des critères de jugement, des critères de morbidité ou d'efficacité. Voilà, donc ça, on le verra après. Quel monitorage il faut mettre? Est-ce qu'il faut utiliser une casaque stérile? Et puis, en termes d'anticoagulation, quels sont les éléments à prendre en compte chez les patientes anticoagulées pour poser ou pas l'APM? L'initiation de l'APM, donc on a discuté la péridurale classique versus les techniques avec ponction durmérienne, par exemple la périrachie combinée ou la ponction durale et la péridurale derrière. Cette ponction durale, vous savez qu'il y a une nouvelle technique qui consiste à faire une ponction, mais à ne rien injecter au niveau en intratécal, mais d'injecter ensuite la solution classique en péridurale avec l'hypothèse que il y aura une diffusion à faible débit au niveau intratécal de ce qu'on aura injecté en péridurale. Et donc, on a un compromis entre la périrachine combinée et la péridurale classique. Voilà, le voir. On s'est positionné donc pour un certain nombre de situations en termes d'analgésie obstétricale. Est-ce qu'il faut quel est le positionnement péridurale précoce versus péridurale tardive? Comment vérifier le bon positionnement du cathéter? Et après l'initiation, c'est l'entretien de l'anesthésie périmédulaire, les bolus intermittents programmés. Est-ce que par rapport au débit continu, c'est un plus ou un moins? Quid de la déambulation? Et puis, point très important, hein, puisque je vous ai dit qu'il y avait quand même des patientes qui se plaignent quand même d'insuffisance, voire d'échec de l'analgésie périmédulaire. Donc, on a eu pas mal de questions autour de ce sujet et avec des recommandations qui ont été faites en termes quelles techniques utiliser, comment surveiller, quand reposer l'analyse périmédulaire et quels adjuvants et anesthésiques locaux utiliser pour limiter l'échec et quand ça survient, quelle stratégie utiliser pour la repose et sur les adjuvants à utiliser éventuellement. Et enfin, comme je le disais, quelques questions sur les alternatives médicamenteuses à l'APM. On a volontairement
vraiment ciblé cette partie-là sur les opioïdes, on va dire, notamment le rémifentanil. On a peu parlé ou quasiment pas du protoxyde d'azote et des autres méthodes non pharmacologiques comme l'hypnose, l'acupuncture ou la musicothérapie et autres, puisqu'il y avait eu des recommandations qui étaient plus récentes que 2006, qui avaient été faites par la HAS pour l'accouchement physiologique. Et dans ces recommandations, eh bien, qui datent de 2020-21, eh bien, on avait déjà abordé ces aspects-là d'alternatives non médicamenteuses. Alors, toujours dans la méthodologie, on a utilisé les recommandations de l'ASFAR, donc GRAD, PICO, c'est-à-dire que c'est la P pour la population, I pour intervention, C pour comparison, la comparaison, et O pour outcomes. Et pour le P, bah, c'était facile, c'était toujours les femmes enceintes. L'intervention variait en fonction de ce qu'on voulait évaluer, de la question posée, et la comparaison aussi, en fonction de ce qui était attendu par la question. Et puis l'outcome, c'était sur des critères de jugement et les critères de jugement, vous voyez, on les a classés en cruciaux ou majeurs. Et puis ensuite, il y a eu des critères de jugement, pardon, importants mais non cruciaux, avec une échelle qui va de pas très important, donc 4, 5, jusqu'à 9, qui est le plus fort, l'importance la plus forte qu'on donne à ce critère. Et donc, ça va juste de 7 à 9 pour les critères majeurs et au-dessus de 7 pour ceux qui sont importants mais non cruciaux. Voilà, donc dans les importants, on avait la morbidité maternelle, les issues obstétricales, la durée du travail, l'utilisation, le recours aux manœuvres instrumentales, la césarienne. Et puis, sur les critères de jugement importants mais non cruciaux, il y avait la morbidité néonatale, l'efficacité analgésique, la satisfaction maternelle, par exemple. Et donc, les questions étaient des questions PICO, euh, toujours sur la population des femmes enceintes. Par exemple, ici, la question PICO, c'était le repérage échographique de l'espace périmédulaire. Permet-il, comparer, vous voyez, donc l'intervention, c'est le repérage échographique, comparé à l'absence de repérage échographique, de réduire donc l'outcome, la morbidité maternelle de l'analgésie périmédulaire. Voilà, donc c'est juste un exemple de type de questions qui ont été posées pour cette RFE. Alors, la synthèse des résultats, eh bien, on a eu 39 recommandations, alors toutes avec des accords forts, c'est-à-dire que une fois que les groupes d'experts avaient travaillé et avaient proposé des recommandations, l'ensemble des experts avait un tour de vote pour apprécier la recommandation. D'accord, c'est une échelle qui allait de 1 totalement d'accord jusqu'à 10, non, pas du tout d'accord jusqu'à 10 totalement d'accord. Et la recommandation était jugée forte si 70%, il fallait qu'il y ait au moins 50% de votants, et si 70% des votants avaient mis un accord entre 7 et 10 pour la recommandation. Et si il y avait 20% des experts qui avaient un avis totalement opposé, eh bien, on reformulait la recommandation, on la retravaillait et on refaisait un tour de vote. Donc au final, il y a eu 3 tours de vote dans ces RFE et à chaque fois, finalement, à la fin, il y a eu un accord fort pour l'ensemble des recommandations. Voilà, au total, on a eu 12 recommandations de grade fort, grade 1, 10 grade 2, donc recommandations faibles, 12 avis d'experts et 5 absences de recommandations. Voilà, donc, vous voyez, on a eu 39 recommandations. On va pas toutes les décliner. Ce que je vous propose, après, il y aura des questions si vous voilà, si vous le souhaitez, c'est de partir de l'algorithme qu'on a proposé dans ces recommandations et de le décliner avec les recommandations qui me semblent les plus importantes, clés, en fonction des étapes que sont la pause, l'initiation, l'entretien et lorsque survient une insuffisance d'analgésie. Donc, première étape, la pause. Alors, les recommandations qu'on a faites, qui me semblent importantes,
Alors déjà, comme vous pouvez le voir, hein, mesure d'asepsie rigoureuse, on le met en première ligne avec un antiseptique coloré, alcoolique, mais coloré pour éviter les erreurs d'administration. C'est arrivé encore il n'y a pas si longtemps, de la chlorhexidine qui n'était pas colorée, qui a été injectée en péridurale. Donc c'est une catastrophe. Donc on a vraiment insisté sur le fait que cet antiseptique devait être coloré. On doit attendre le séchage, bien sûr, de l'antiseptique avant de démarrer la pose de la périmédulaire. Voilà, donc en ce qui concerne la Casex stérile, vous voyez, on a eu beaucoup de discussions avec nos collègues hygiénistes notamment, et finalement, on est ressorti avec une absence de recommandation. Voilà, on ne peut pas faire de recommandations spécifiquement sur le port de la casaque stérile, indépendamment de l'ensemble des mesures d'asepsie, le masque chirurgical, le lavage chirurgical des mains, les gants stériles, le calot sur, bien sûr, pour l'opérateur, le patient, et puis le masque pour tout le monde, tous ceux qui sont dans la pièce, bien évidemment. C'est les mesures vraiment importantes. Et ces mesures sont recommandées par la Société française d'hygiène hospitalière. Et ça, c'est dans le but de réduire la morbidité infectieuse maternelle lors de la pose de l'analgésie périmédulaire, donc absence de recommandation. Pour ce qui est de l'échographie, vous voyez, recommandation forte du repérage échographique de l'espace périmédulaire pour les patientes à risque de difficultés, pour les patientes obèses et les rachis difficiles, afin de faciliter la pose de l'analgésie périmédulaire. Donc, c'est une recommandation forte. En revanche, pour les patientes non identifiées comme à risque, c'est vrai qu'on ne l'a pas positionné en recommandation forte d'emblée. Voilà, on pourra en rediscuter, mais sur les outcomes qu'on a regardés, eh bien, il n'y avait pas de différence entre repérage échographique et absence de repérage échographique pour les populations non à risque de difficulté de pose de la périmédulaire. Pour la surveillance de la patiente et de son bébé, on n'a pas recommandé de façon systématique cette surveillance, mais néanmoins, dans tous les cas, si la pose de l'analgésie périmédulaire excède 30 minutes ou en cas de symptomatologie évocatrice d'une hypotension artérielle maternelle, eh bien, c'est un avis d'expert. Les experts suggèrent de vérifier la normalité de la pression artérielle maternelle et du rythme cardiaque fœtal afin de ne pas méconnaître une hypotension artérielle maternelle ou des modifications du rythme cardiaque fœtal, pas fatal, mais fœtal, pardon, même si cela impose une interruption transitoire de la procédure. Donc, à côté de ça, on a, avec les collègues obstétriciens, identifié quelques situations où quand même on préconise de cette surveillance, que ce soit des situations à risque maternel, obstétrical ou néonatal. Les situations maternelles, par exemple, c'est en cas de saignement, en cas de fièvre, en cas voilà, de patientes prééclamptiques, de prééclampsie notamment sévères. Les situations obstétricales, c'est des patientes avec un utérus cicatriciel. C'est pour les risques fœtaux, c'est le retard de croissance intra-utérin, c'est les anomalies du rythme cardiaque fœtal. Voilà, on a décliné un certain nombre de situations comme ça où il fallait monitorer. C'est la perfusion d'ocytocine, pardon, aussi dans les situations obstétricales pour lesquelles on a préconisé un monitorage au moment de la pose de la péridurale. Ensuite, on a redit des choses avec un avis d'expert pour les HBPM, notamment en cours de grossesse, chez les femmes qui sont traitées par ces molécules. Eh bien, les experts, pardon, suggèrent de vérifier avant la pose d'une anesthésie périmédulaire ou l'ablation du cathéter euh, seulement dans certains cas, l'activité anti-DISA, hein, qu'elle soit inférieure ou égale à 0,1 unité par millilitre, euh, dans ces cas, c'est-à-dire quand on a moins de 12 heures de la dernière injection pour les doses prophylactiques ou moins de 24 heures pour les doses curatives, ou en cas d'insuffisance rénale modérée à sévère, avec un débit de filtration glomérulaire, pardon, qu'on a identifié ici en dessous de 50 millilitres par minute.
Sinon, lorsque on est au-delà de 12 heures pour le prophylactif ou de 24 heures pour le curatif, il n'y a pas de besoin de faire ce dosage. Dans les choses qu'on a recommandées également, c'est à chaque fois que c'est possible d'utiliser les connectiques NRFit pour limiter les erreurs d'administration, justement entre la voie IV et la voie périmédulaire. Donc, on est maintenant sur l'initiation. L'anesthésie périmédulaire est posée. Et ce qu'on a mis en avant, dans les situations où une efficacité rapide de l'anesthésie périmédulaire est attendue, on recommande d'utiliser une technique avec ponction durale. Alors, pour être totalement clair avec vous, la technique de ponction durale qu'on met en avant, c'est la périrachie combinée, hein. Vous voyez, on a mis APD périrachie ici, ou APD dans les autres situations, ou PPD ponction durale. Pour, euh, pour les cas où on a besoin d'une allergie rapide, c'est sûr que c'est plus la périrachie combinée qui agit dans les 5 minutes versus la ponction péridurale, la ponction durale et péridurale secondaire, où on gagne que 5 minutes à peu près par rapport à une péridurale classique. Donc, pas de bénéfice vraiment de cette stratégie-là. Par contre, message nouveau et je pense important, c'est qu'on s'est positionné, vous voyez, avec une recommandation forte sur le fait qu'il n'est pas recommandé de réaliser une dose test à la lidocaïne afin de vérifier le bon positionnement du cathéter de péridurale pour diminuer la morbidité maternelle. Pourquoi ça? Parce que dans la littérature, on a eu des éléments qui montrent que même avec 30 milligrammes de lidocaïne, qui passerait en intratécal, eh bien, on peut quand même avoir des syndromes d'irritation transitoire radiculaire. Et puis, on peut avoir des rachis qui peuvent euh, et parfois être relativement hautes, en tout cas au-dessus de T6, même avec ces petites doses-là dans certaines situations. Donc, le mieux, c'est d'utiliser le bolus avec l'anesthésique locale du mélange analgésique pour détecter un mauvais positionnement du cathéter afin de réduire la morbidité maternelle. Et ça, vous voyez, c'est une recommandation forte. Et les doses qui sont recommandées en fonction de la ropivacaïne ou de la lévobupivacaïne, c'est 8 milligrammes pour détecter un passage en intratécal et 6 milligrammes pour la lévobupivacaïne. Alors peut-être juste redire ici, voilà, donc le bolus initial, première injection du mélange avec des anesthésiques locaux bien sûr à faible concentration, on insiste beaucoup là-dessus, les faibles concentrations, que ce soit pour la ropivacaïne ou la lévobupivacaïne, eh bien c'est inférieur ou égal à 1 mg par ml. Et pour limiter les risques, euh, notamment de bloc moteur, d'hypotension, enfin voilà, donc vraiment les faibles concentrations. Et ça permet de vérifier que le cathéter est intratécal avec un niveau qui peut monter au-dessus de T6 et l'apparition d'un bloc moteur. Et puis ensuite, les injections fractionnées, hein, l'aspiration toujours, et puis injection fractionnée. Et ça permet aussi de repérer qu'on est en sous-dural avec un niveau qui est supérieur à T6 en mosaïque et avec l'apparition plus ou moins d'un syndrome de Claude Bernard Horner. Et la stratégie, c'est tout arrêter, bien sûr, hein, d'injection, attendre la récupération sensitivo-motrice et ensuite reposer le cathéter. Et on va voir comment reposer ce cathéter. En général, on préconise peut-être plutôt notamment la périrachie combinée. Pour l'entretien, ce qu'on a mis en avant, c'est le mode bolus intermittent programmé avec une recommandation faible. Néanmoins, lors de l'entretien d'une analyse péridurale au cours du travail, on recommande d'utiliser le bolus intermittent programmé comparativement au débit continu dans le but d'améliorer non seulement l'efficacité, mais aussi d'augmenter la satisfaction maternelle. Donc ça, c'est recommandation faible. Et enfin, la position de la parturiente n'est pas un sujet. Le fait de mettre sur le côté n'améliore pas la qualité de l'analgésie, l'efficacité analgésique. C'est ce qu'on retrouve dans la littérature. Il n'y a pas de bénéfice
à mobiliser les patientes. Donc, on a recommandé la recommandation, c'est qu'il n'y a pas de position spécifique à faire prendre aux femmes après l'injection péridurale. De même, il n'est pas recommandé de privilégier un anesthésique local plutôt qu'un autre. Donc, les trois types de molécules, même si c'est la bupivacaïne, je pense qu'on l'utilise de moins en moins, que ce soit la bupivacaïne, la lévobupivacaïne, la ropivacaïne, c'est la concentration qui va être importante, mais on peut utiliser les trois. Il n'y a pas de bénéfice de l'une ou de l'autre pour réduire la survenue d'une insuffisance ou d'un échec d'analyse périmédulaire au cours du travail, et c'est une recommandation forte. On a également recommandé, comme les concentrations sont faibles, d'associer systématiquement du sulfentanyl comme morphinique liposoluble aux anesthésiques locaux dans la solution administrée par voie péridurale afin de réduire le risque d'insuffisance ou d'échec d'analgésie afin d'améliorer la satisfaction maternelle. Enfin, il n'est pas recommandé d'utiliser en première intention la clonidine associée aux anesthésiques locaux en péridurale afin de réduire le risque d'insuffisance ou d'échec d'analgésie. Comme vous allez voir après, on préconise de plutôt garder la clonidine pour les échecs et pour corriger les insuffisances ou les échecs d'analgésie. Élément très important également, qui a fait l'objet de recommandations, c'est la surveillance de nos péridurales, hein, pour éviter les insuffisances d'analgésie, les échecs et surtout les échecs de conversion ensuite quand on passe en césarienne. Donc, surveiller la douleur avec l'échelle numérique, le niveau sensitif qui doit être au moins à T10, sensitif supérieur et inférieur à S5, la pression artérielle et le bloc moteur de façon régulière. Donc, vous voyez, toutes les 30 minutes, puis 1 heure, toutes les heures, de façon régulière, après chaque ajustement. Et comme on l'a vu, s'il y avait des signes de toxicité dans les cycles locaux ou absence de niveau, il faut se poser des questions. Donc, il faut arrêter. S'il y avait des douleurs persistantes également ou un niveau absent, eh bien, là aussi, on va avoir les mesures correctrices à mettre en place. Dans les recommandations, je vais peut-être pas le détailler parce que je vois que l'heure tourne. Eh bien, vous avez ici, on a fait un tableau récapitulatif, hein, en fonction de l'analgésie périmédulaire qu'on a choisie, comment on fait l'induction, comment on vérifie la position du cathéter, à quel moment on vérifie cette position du cathéter. Alors, la seule difficulté, c'est au moment, si on a fait une périrachie combinée, pour vérifier le bon positionnement, eh bien, c'est lors du relais en APD. Ici, les mélanges suggérés, ben, c'est ce qu'on a dit, hein, l'ensemble des solutions est possible du moment que c'est des faibles concentrations. Le morphinique, le sulfentanyl avec les concentrations suggérées ici. Et puis, le volume, vous voyez, c'est des volumes importants parce que on a des concentrations qui sont faibles. On va de 15 à 20 ml, que ce soit pour la ponction péridurale avec ponction durale ou l'APD classique. Et pour la périrachie combinée, il n'y a pas de bolus initial puisqu'on a déjà injecté en intratécal, mais on injecte donc le bolus initial test dans le cathéter seulement. Donc le bonus initial test, c'est ce qu'on a évoqué ici, les quelques milligrammes de ropivacaïne ou de lévobupivacaïne. La surveillance, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, donc est rappelé ici. Et puis l'entretien avec les bolus intermittents programmés avec des mélanges analgésiques faiblement concentrés. Un mot sur l'insuffisance d'analgésie qui peut prendre plusieurs formes. C'est soit un niveau qui n'est pas assez haut, inférieur à T10, soit une latéralisation asymétrique avec une asymétrie, soit un défaut de puissance d'analgésie avec ou un point douloureux. Donc ici, on a effectivement proposé un certain nombre de stratégies dans nos recommandations avec voilà, donc ça je vais pas le détailler, l'effet volume, vérifier les choses très faciles à régler, hein, de problèmes techniques sur la ligne, ici quand il n'y a pas de niveau du tout, l'effet volume ici pour la latéralisation en première intention, et si échec après 15 minutes, ben, on retire le cathéter de quelques centimètres, d'1 centimètre avant la réinjection. Là, on vérifie le repère à la peau. Et puis sur les insuffisances totales d'analgésie,
ou le travail trop rapide ou le point douloureux, on joue sur la concentration plutôt des anesthésiques locaux, on augmente cette concentration, donc on va à des solutions plutôt au-dessus de 1 mg par ml, donc la 1,25 ou de la 2 pour la ropivacaïne. Et on associe des adjuvants, comme je vous le disais, la clonidine, à 1 gamma kilo à peu près, ou 50 gamma, ou le sufentanil en association, surtout si on n'a pas dépassé les 30 gamma déjà en périmédulaire. Et très très important, réévaluer régulièrement ce que vous avez fait, et si ça a fonctionné ou pas. Et si ça n'a pas fonctionné au bout de 45 minutes, eh bien, on suggère de reposer cette péridurale et de la reposer peut-être avec une périrachie combinée. Voilà, donc il est recommandé en cas d'échec ou d'insuffisance d'analgésie et ou d'insatisfaction maternelle au cours du travail vis-à-vis de l'analgésie périmodulaire, de conduire des mesures correctrices qu'on a évoquées là, d'en évaluer l'efficacité dans les 30 à 45 minutes pour limiter la morbidité maternelle et améliorer l'efficacité de l'analgésie périmédulaire. C'est une recommandation forte, vous voyez, grade 1. Et enfin, il est recommandé de poser à nouveau un cathéter de péridurale en cas d'échec d'analgésie au bout de 45 minutes, que ce soit après la première pause d'APM ou après la réalisation des premières mesures correctrices pour limiter la morbidité maternelle. Voilà, à force de refaire et refaire et refaire, on finit par avoir des effets secondaires et puis surtout des échecs en cas de passage pour une césarienne notamment. Voilà, pour conclure, peut-être quelques mots sur les alternatives médicamenteuses. Alors, la principale recommandation, c'est que on reste sur notre position en France. Les alternatives ne sont que des alternatives. Elles sont pas sur le même plan que l'analgésie périmédulaire. Et donc, recommandation forte. Il est recommandé de recourir à l'analgésie périmédulaire par rapport aux alternatives médicamenteuses de type opioïde en mode PCA dans le but de réduire la morbidité maternelle, d'améliorer l'efficacité analgésique et la satisfaction maternelle sans impacter sur les issues obstétricales, puisqu'on sait que toutes ces alternatives vont avoir des conséquences, des effets indésirables maternels et éventuellement fétaux. Donc, on les propose seulement quand on peut pas faire la périmédulaire. Voilà, en cas de contre-indication, il vaut mieux privilégier l'administration du rémifentanil en intraveineux, en mode autocontrôlé, comparé à l'absence de prise en charge afin d'améliorer la morbidité maternelle sans impact. Et ça n'a pas d'impact sur la morbidité néonatale. On a vraiment voulu le préciser. Et puis, par contre, on a aussi insisté sur la surveillance de cette stratégie d'alternative. Et donc, chez les patientes, les parturientes ayant une analgésie par des alternatives médicamenteuses type opioïdes, on recommande, et vous voyez, c'est une recommandation forte, une surveillance rapprochée et régulière, clinique, avec une échelle de sédation, une fréquence respiratoire, mais aussi paraclinique, la saturation en oxygène, le CO2 expiré quand on peut le monitorer avec des lunettes adaptées, et des paramètres maternels afin de réduire la morbidité maternelle. Et enfin, les experts suggèrent qu'un supplément d'oxygène soit apporté, ça c'est un avis d'expert, tout au long de la période d'administration de la PCA de rémifentanil afin de réduire la morbidité maternelle. On n'avait pas de données assez solides pour le mettre en grade 1 ou 2, donc c'est des recommandations d'experts. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop rapide. En tout cas, on pourra discuter. Pour conclure, voilà, cet algorithme que je trouve vraiment, enfin, on est assez fiers de ça. Ça permet d'avoir quelque chose dans vos structures qui rappelle les grandes lignes de CRFE, depuis la pause jusqu'à l'insuffisance ou l'échec d'analgésie, les bonnes pratiques à mettre en place. Voilà, et puis peut-être un peu de pub pour le prochain congrès du Carreau qui va se dérouler à Strasbourg les 4 et 5 juin 2026. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à disposition pour des questions si vous en avez. Merci à vous pour cette présentation assez étayée quand même de ces dernières recommandations. Moi, j'avais une première question. Du coup, vous disiez que ces recommandations dataient d'il y a à peu près 20 ans. C'est, dans les grandes lignes, c'est quoi les grosses nouveautés, les grosses modifications, si on devait faire un petit résumé, Petite un synthèse. petit, un petit résumé express?
Alors, si on devait faire un petit résumé express, si on part sur l'ensemble du parcours, peut-être le positionnement de l'échographie, puisqu'on n'avait pas du tout cette approche-là en 2006. Rappeler que c'est un outil qu'on doit maîtriser, Mm. même si on ne l'a pas recommandé systématiquement pour toutes les poses de péridurale, on a identifié des profils de patientes de parturientes pour lequel on le met en première, vraiment en recommandation forte pour limiter la morbidité, c'est-à-dire diminuer le nombre de ponctions, limiter le risque de brèche durmérienne. Voilà, donc quand même des éléments qui sont importants. En sachant que, bien évidemment, si on veut s'entraîner, il faut peut-être pas commencer l'échographie avec des patientes qui ont des dos compliqués, et que dans notre pratique, ça doit être quelque chose qu'on doit faire peut-être régulièrement. On sait que la courbe d'apprentissage, on commence à maîtriser vraiment la technique au bout d'une vingtaine, 20, 30 échos périmédulaires. Voilà. Donc, c'est important. Dans les autres éléments, on a peut-être positionné les techniques de ponction durale, notamment la périrachie combinée, qu'on n'avait pas du tout, même si ça reste hein, dans l'enquête, la dernière enquête périnatale, on sait que en France, c'est pas très développé encore, mais on a mis un éclairage quand même sur les patientes pour lesquelles on veut une analgésie rapide. On l'a mis quand même en recommandation voilà, il faut probablement, il est recommandé d'emblée démarrer avec cette technique-là. Les autres éléments, je pense que on a rappelé l'importance des mélanges faible concentration, même si c'était déjà dit en 2006. On rappelle que quelle que soit la molécule qu'on choisit, ce qui était important, c'est d'avoir des concentrations en dessous de 1 mg par ml, voire des ultra low doses. Voilà, par exemple, la lévobupie à 0,625 mg par ml, c'est vraiment de la très faible concentration les adjuvants, les associés, et puis le mode PIEB, donc bolus intermittent programmé, qui n'existait pas, qu'on a mis maintenant dans notre pratique, qu'on a vraiment mis en avant par rapport au débit continu. Je dirais que on a écarté maintenant le bolus de lidocaïne Oui. qu'on a tous appris, hein, que moi, voilà, euh, qu'on a tous appris à faire. Ça a toujours un petit risque de bloc moteur, notamment, et puis d'irritation radiculaire, même si c'est transitoire, mais ça peut survenir. Et donc, cette pratique-là, on l'a vraiment maintenant identifiée comme une pratique à ne plus faire, avec là aussi une recommandation forte. Euh, donc, utiliser nos solutions de départ, euh, avec toujours, hein, bien sûr, le test d'aspiration et l'injection fractionnée, au moins 8 mg pour la Ropi, au moins 6 mg pour la Levo, pour s'assurer du passage ou pas en intrathècal. Voilà. Et puis peut-être le positionnement des patientes. Je pense que là aussi, on a tous la tendance à les mettre sur le côté quand elles disent, ah, bah, il y a un côté qui fonctionne mieux que l'autre. Bah, finalement, dans la littérature, on ne retrouve pas vraiment d'éléments en faveur hein, de positionner les patientes d'un côté ou de l'autre, y compris pour la pause aussi. Hein, je ne l'ai peut-être pas dit, mais on n'a pas privilégié de stratégie. Euh, alors, c'est sûr que peut-être c'est plus confortable pour les patientes au moment de la pause, notamment d'être en décubitus latéral, mais tout le monde ne maîtrise pas totalement cette technique. Donc, voilà, en termes de morbidité, que ce soit les brèches durmériennes, le nombre de ponctions, on n'a pas de différence, position assise ou en décubitus latéral. Donc, on fait la technique qui nous semble qu'on maîtrise le mieux. Voilà. D'accord. Les échecs, je pense qu'on a beaucoup insisté sur vraiment suivre surveiller ces péridurales de façon régulière pour agir le plus rapidement aussi quand il y a des échecs ou des insuffisances. Et dans la ROCO, on n'a pas limité la surveillance à l'équipe d'anesthésie. On a clairement dit que cette surveillance pouvait aussi être faite par l'équipe d'obstétrique, sage-femme, gynécologue obstétricien.
qui sont capables aussi de prendre une tension, de faire un niveau chaud-froid. Voilà, donc ça a été quelque chose qu'on a redit dans ces recommandations, même si, bon, c'est souvent plus dédié à l'équipe d'anesthésie, mais ce n'est pas que notre précaré. Voilà. Très bien. Peut-être un petit mot sur, quand j'ai relu les recommandations, vous parlez aussi de la possibilité aux patients de déambuler. Mhm. En termes de concentration, on joue sur les mêmes concentrations d'anesthésique locale pour pouvoir permettre la déambulation des patientes, ou est-ce qu'il y a peut-être des petites modifications sur les pratiques à utiliser ou des... Alors, non, si on utilise des faibles concentrations, notamment les ultra faibles, là, nous, pour vous dire, alors dans les recos, alors ça a été un gros débat avec les usagères, notamment, qui voulaient qu'on soit plus, euh, qu'on fasse des recommandations fortes sur la place de la déambulation. Mais Mhm. dans la réalité, il n'y a pas de bénéfice obstétrical qui a été mis en évidence avec la déambulation, hein. D'accord. Que ce soit l'analgésie, l'issue obstétricale, etc. Maintenant, que les patientes, en termes de satisfaction, soient plus satisfaites, mais en tout cas, sur les critères qu'on avait mis en important, efficacité, morbidité maternelle, issue obstétricale, ça ne ressortait pas comme un élément favorisant. Donc, pour revenir à votre question, il y a plusieurs protocoles qui sont possibles, mais en général, c'est les concentrations qu'on utilise, les faibles concentrations. Nous, ce qu'on fait, on fait une périrachie combinée pour vraiment, on n'utilise que des morphiniques euh, en intratécal pour le démarrage du sulfentanyl en l'occurrence, et ensuite on met la péri classique, le protocole de péri qu'on a habituellement. Voilà. D'accord. On ne change pas notre solution. Très bien. Mais ce qui est important, c'est vraiment aussi de vérifier qu'il n'y a pas de bloc moteur, Mm. qu'il y a il y a une surveillance quand même du rythme cardiaque fœtal à distance, et puis bien identifier le périmètre dans lequel la patiente peut déambuler. Et cette patiente, elle est toujours accompagnée. Elle déambule jamais seule. Ouais, d'accord. Euh, je vérifie quand même s'il n'y a pas d'autres questions. Sinon, en termes de... Est-ce que vous avez une vision sur des perspectives peut-être de zones sur ces recommandations, peut-être en élaborant ces recommandations? Est-ce qu'il y a peut-être des zones d'ombre encore ou des choses qui peuvent, qui seront sujets à faire de nouvelles études ou à explorer en tout cas dans la littérature ou même en créant de nouvelles études potentiellement pour les futurs investigateurs qui auraient envie de Ouais, travailler sur ce domaine. ouais, il y a toujours effectivement des choses à explorer, hein. Notamment, il y a une littérature qui est vraiment pas toujours probante sur l'impact néonatal de la péridurale, qui a été accusée de beaucoup de maux, Mhm. d'autisme, de troubles comportementaux, d'échecs d'allaitement, voilà. Donc, je pense que là-dessus, il y aura peut-être des études à mener pour j'imagine, enfin, je l'espère et je le pense, dédouaner la péridurale par rapport à ces éléments-là. Il y a des aspects qu'on n'avait pas abordés non plus, c'est fièvre et péridurale. C'est vrai dans nos recos, on n'a pas du tout parlé de ça. Donc, ce sera peut-être des points qu'on pourra, dans les recos futurs, peut-être aborder par une question. Dans ces contextes de fièvre, comment se positionner par rapport à la péridurale, même si on a quelques éléments de réponse, hein. On sait que si la fièvre on connaît la porte d'entrée en général, c'est plus facile, qu'il y a un traitement antibiotique en cours et qu'il n'y a pas de retentissement, on va dire, à type d'état de choc ou autre chez la parturiente, eh bien, il faut, au contraire, il vaut mieux poser la péridurale parce qu'on sait que ces patientes-là, eh bien, ça se termine souvent par des césariennes, voire ça peut aussi, en cas d'infection, y avoir des hémorragies du postpartum. Mhm. Donc, on est plus enclin à poser la péri dans ce contexte-là.
Donc voilà, ça fait quelques éléments de réflexion, mais bon, il y en a plein d'autres, sans doute, à, à discuter pour les années à venir. Je vous remercie, professeur Keita Meyer, de nous avoir présenté ces recommandations. Merci d'avoir assisté au lundi du rare numéro 35. Le prochain rendez-vous, ce sera le 24 novembre avec le docteur Marine Fontaine qui nous parlera des dispositifs intracardiaques chez nos patients en anesthésie et leur impact. En attendant, vous pouvez retrouver bien sûr prochainement ce lundi du rare sur notre site rare.bzh, en podcast sur Spotify ou bien sur nos réseaux sociaux LinkedIn et Instagram. Je vous dis à bientôt et puis je vous remercie de votre Merci pour attention. l'invitation. Au revoir.